Hello mes zinzinous. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui disent c'est trop bien ChatGPT, il peut faire plein de trucs. L'autre fois c'était l'anniv à ma mamie, je lui ai dit écris une carte d'anniversaire pour elle s'il te plaît. Et il a écrit bon anniversaire mamie. Oh j'aurais jamais trouvé ça sans lui. Car oui les amis, il y en a vraiment beaucoup trop qui ont eu l'impression de s'être découvert un super pouvoir avec ChatGPT, ne jurent que par ça et ne peuvent pas aller aux toilettes sans demander à ChatGPT comment faire. Je les ai souvent critiqués et même si je m'inclinais devant les prouesses techniques rendant possible les LLM, j'étais loin de faire partie des groupies de ChatGPT. Mais comme on dit, il n'y a que les avis qui ne changent pas d'imbéciles et je dois reconnaître que récemment j'ai vu plusieurs utilisations intéressantes de ChatGPT qui peuvent permettre de se simplifier la vie et booster sa productivité. Mais surtout, là où j'ai vraiment été sur le corps des rationnels, c'est quand j'ai testé sa capacité à raisonner et résoudre des problèmes logiques, et je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement, on teste sur le sujet de l'apprentissage par renforcement, on travaille avec mes encadrants sur un problème joué, c'est-à-dire un problème qui n'est pas un problème de la vie réelle, mais qui a plutôt été construit pour tester des idées et des concepts. Ce problème sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est celui du Wumpus. Il s'agit d'un jeu où vous avez une grille, sur celle-ci se trouve un agent, dont le but est de trouver un trésor situé sur la map. Mais attention mes petits chenapans, car dans la map il y a également un monstre appelé le Wumpus qu'il faut absolument éviter de rencontrer sous peine de perdre la partie. L'agent peut se déplacer sur les cases adjacentes, c'est-à-dire en haut, en bas, à gauche, à droite, mais pas en diagonale. On va ensuite octroyer des récompenses à l'agent en fonction des actions qu'il prend, mais aussi des états dans lesquels il se retrouve à la suite de ses actions. Se déplacer engendre une pénalité légèrement négative de moins 0.03, ce qui doit pousser l'agent à trouver le trésor le plus vite possible pour éviter que les mauvais points s'accumulent. S'il est sur le Wumpus, il mange une très grosse pénalité qu'on a fixée ici à moins 1, ce qui est gros en comparaison des autres récompenses, car on veut absolument éviter que l'agent se tape le monstre, ce qui signifie qu'il perd alors la partie et que celle-ci est terminée. La partie se termine également si l'agent arrive sur le trésor, mais dans ce cas il a gagné et reçoit en conséquence une récompense de +1. La suite d'actions que l'agent effectue dans le jeu selon les états successifs dans lesquels il se trouve définit ce qu'on appelle une politique. Par exemple, quand il commence, il peut décider d'aller à droite, puis quand il est à droite, il ne peut pas aller en haut, mais seulement retourner à gauche, ou aller encore à droite, ou bien descendre. Imaginons qu'il descende, il est dans un nouvel état, où à nouveau il peut se déplacer dans les 4 directions cardinales cette fois-ci. Vous avez saisi l'idée. Pour nous, le but du jeu est de maximiser les récompenses obtenues par l'agent. On veut donc trouver la meilleure suite d'actions à faire pour engranger le plus de points possible jusqu'à la fin de la partie. Cette meilleure suite d'actions, c'est ce qu'on appelle la politique optimale. Pour faire simple, c'est celle qui permet d'obtenir en moyenne le meilleur score. Le cadre que je viens de présenter ici est relativement simple et correspond à ce qu'en mathématiques on appelle un MDP pour Markov Decision Process. Notre agent observe totalement l'état dans lequel il est, c'est-à-dire qu'il a à tout moment accès à toutes les informations du jeu, il voit tout ce qui se passe sur la grille. Il connaît sa position, celle des Wumpus, et il sait même où se trouve le trésor. Généralement, on utilise des algorithmes spécialisés dans ce type de problème pour les résoudre. On doit les laisser tourner un moment pour espérer trouver la meilleure solution au problème, à savoir la meilleure suite d'actions à faire pour avoir le plus de récompenses positives, et donc ici pour se rendre le plus rapidement possible au trésor sans heurter le Wumpus. Parmi ces algorithmes, certains font appel au machine learning, et on peut alors vraiment voir notre agent comme une personne, un robot ou encore un animal qui essaierait de résoudre le problème en question en apprenant au fur et à mesure de ses interactions avec l'environnement. Exactement comme quand vous apprenez à jouer à un jeu de société ou à un jeu vidéo. It's me, Mario! Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il y a une phase de calcul préalable ou bien d'apprentissage pour parvenir à la solution. Or, sur des problèmes qui à nous humains nous paraissent assez simples, nous sommes capables d'apprendre très vite comment développer une stratégie correcte, voire parfaite. Alors, Bernard, c'est qui le patron? Dans cette grille de jeu, même un enfant saura du premier coup ou presque comment se rendre au trésor le plus vite possible sans se cogner contre le Wumpus. Si c'est pas le cas, emmenez-le se promener dans la forêt, proposez-lui d'aller se cacher pendant que vous comptez jusqu'à 10 000 et partez le plus vite possible dès qu'il a le dos tourné. Si pour nous résoudre certains problèmes est un jeu d'enfant, pour la machine en revanche ce n'est pas toujours aussi simple. Il y a une phase d'apprentissage préalable qu'on a mentionnée juste avant, et surtout cette phase est très souvent spécifique à un problème donné, là où l'humain est lui capable d'apprendre très vite de nouveaux jeux et de s'adapter à de nouvelles règles. Là où les LLM, les Large Language Models de type ChatGPT, diffèrent des autres modèles d'IA, c'est qu'on peut leur expliquer les règles comme on le ferait avec une vraie personne. Et si on peut faire cela, c'est précisément parce qu'ils ont en quelque sorte compressé le savoir et la façon de raisonner des êtres humains via les montagnes de données qu'ils ont englouties lors de leur entraînement. Ils ont vu des tonnes de textes divers et variés, provenant entre autres d'internet, capturant ainsi les relations statistiques sur le langage humain et leur donnant alors la faculté de converser avec nous. C'est donc en réfléchissant à ce que je pourrais tester comme algorithme dans le cadre de ma thèse que m'est venue l'idée d'expliquer à ChatGPT le genre de problème que j'avais à résoudre pour voir s'il serait capable 1. de trouver une solution, 2. s'il la trouve à quel point elle est bonne,
Et 3, est-ce qu'il la trouve rapidement? La première étape, c'est d'abord de lui expliquer clairement les règles et la tâche qu'il va devoir accomplir. Autrement dit, on lui donne la configuration du problème, les règles et le but du jeu, et enfin les actions qu'il est autorisé à faire. N'hésitez pas à mettre sur pause ou revenir en arrière pour prendre le temps de bien lire et comprendre ce que je demande à ChatGPT de faire. Pour l'instant, c'est vraiment ce que je vous ai expliqué et montré au début sur le Wumpus. Une fois qu'on lui a donné toutes les règles et qu'on lui a clairement expliqué ce qu'il devait faire et les actions qu'il peut accomplir, il ne reste plus qu'à lui demander de résoudre le problème. Et c'est là que la magie opère. Le LLM va décrire à chaque étape l'action qu'il choisit d'exécuter et le nouvel état qui en résulte. Par exemple, si l'agent était dans la case de coordonnées 00 et qu'il va à droite, il se retrouve dans... Vous l'aurez deviné, la case juste à sa droite de coordonnées 0,1. Il lui arrive même d'expliquer pourquoi il décide de faire ou de ne pas faire telle action. Mais surtout, non seulement il a réussi à éviter le Wumpus et de surcroît atteindre le trésor, mais en plus ChatGPT a trouvé le chemin le plus court. Et le tout sans même s'être entraîné sur ce problème en particulier. Or, rappelez-vous ce qu'on a dit plus tôt dans la vidéo. Les problèmes qu'on cherche à résoudre, on peut les formaliser à travers le cadre mathématique des MDP, mais on n'a pas la solution directement. Il faut choisir un algorithme qu'on va laisser tourner un moment sur le problème en question, ce qui d'une part nécessite un certain temps avant d'obtenir le résultat, et ensuite la solution trouvée a été calculée pour une configuration bien précise de notre problème. Autrement dit, si votre algorithme vous a trouvé la politique optimale, c'est-à-dire la meilleure suite d'actions à faire pour résoudre une grille de dimension, disons 3x3, avec un seul trésor et un seul Wumpus, cette politique ne vaut généralement que dans des grilles qui ont exactement les mêmes dimensions et le même nombre de trésors et de Wumpus. Seuls les emplacements du Wumpus et du trésor peuvent changer, mais si vous mettez votre agent dans une grille 4x4, il va être en mode « What the fuck, j'ai jamais vu ça frérot, qu'est-ce que je dois faire ?» Et souvent, il performera beaucoup moins bien que dans la configuration où il a été entraîné. On touche ici à une question fondamentale en intelligence artificielle qui est celle de la généralisation. Peut-être que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pour l'heure, notre LLM, lui, a parfaitement réussi le test qu'on lui a soumis, et ce sans avoir besoin de s'entraîner au préalable, ni sur une grille particulière, ni même sur le problème en tant que tel, sur lequel il ne s'est pas exercé. Cela a d'ailleurs pas mal bluffé mes encadrants de thèse, je reviendrai plus en détail là-dessus dans quelques minutes. Pour le moment, on félicite donc chaleureusement ChatGPT, et on peut lui demander d'essayer une autre grille en changeant les positions de l'agent, du Wumpus et du trésor, juste pour être bien sûr que c'était pas qu'un coup de bol la première fois. Spoiler alert, il s'en sortira tout aussi bien, mais vous allez voir qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises. Pour l'instant, on a testé le LLM dans un cadre, on l'a dit, relativement simple, celui des MDP, où l'agent voit et sait tout ce qu'il se passe sur la grille. Mais dans la vie réelle ou dans des problèmes plus compliqués, on n'a souvent qu'une information partielle sur l'état dans lequel se trouve notre agent. Ce sera le cas notamment s'il ne peut pas voir où se situe le trésor ou bien le Wumpus sur la carte qui sont désormais cachés. On parle alors non plus de MDP, mais de POMDP pour Partially Observable Markov Decision Process, en français, processus de Markov partiellement observable. C'est comme un MDP, mais l'agent ne sait plus exactement dans quel état il est. Il va simplement recevoir des observations après chacune de ses actions. Par exemple, après avoir bougé, s'il se trouve sur une case vide, il recevra l'observation Moved, qui signifie qu'il a bougé sur une case vide. Les observations Wumpus Hit et Goal Reach, quant à elles, le renseignent respectivement sur le fait qu'il s'est tapé le Wumpus ou bien qu'il a trouvé le trésor. Dans ce cas, la partie se termine. Pour que le jeu soit plus intéressant et que l'agent puisse déduire la position du Wumpus sans prendre le risque de se le payer en faisant un déplacement à l'aveugle, on lui a offert la possibilité de détecter sa présence en lui rajoutant une action qui est celle de sentir les cases qui lui sont adjacentes, c'est-à-dire celles à côté de lui et sur lesquelles il peut se déplacer. S'il reçoit l'observation No Wumpus, cela signifie qu'il n'a pas senti l'odeur du Wumpus et donc que celui-ci ne se trouve pas sur les cases qui ont été senties par l'agent. En revanche, s'il reçoit l'observation Wumpus, alors il sait que le Wumpus se trouve sur l'une des cases qu'il a senties, sans toutefois connaître forcément sa position exacte. Sentir a un coût. L'agent subit une légère pénalité, fixée ici à -0.006, et ça le ralentit donc dans sa course au trésor. Ça a cependant l'énorme avantage de lui donner une chance de localiser le Wumpus et donc d'éviter de manger de grosses pénalités qu'il aurait autrement à subir quand il fait des moves malchanceux et tombe nez à nez avec le monstre. Regardons comment ChatGPT s'en sort sur ce problème autrement plus difficile. D'abord, on lui refait un topo bien détaillé où l'on prend soin de bien tout lui expliquer. Comme on n'a pas d'environnement à proprement parler pour fournir à ChatGPT les observations qu'il est censé recevoir en fonction des actions qu'il prend et de l'état dans lequel l'agent se trouve, c'est moi qui vais les lui donner, et sans tricher évidemment. Pour cette partie, j'ai décidé de cacher le trésor ici, et de mettre le Wumpus à cet endroit de la map. Après lui avoir indiqué que l'agent est en 0-0 et en lui cachant évidemment les positions du Wumpus et du trésor, on voit que l'agent commence bien ici et qu'il ne sait rien d'autre sur la map que sa propre position. Il n'a qu'une vision incomplète de l'état de la grille dans laquelle il va agir. Pour commencer, il décide donc de faire l'action de sentir. Il sent donc les cases qui lui sont adjacentes pour détecter la présence éventuelle du Wumpus. Et rappelez-vous, comme se prendre le Wumpus amène une forte pénalité négative et signifie qu'on perd la partie, bah ça peut être intéressant de sentir dès le départ. Si on perçoit l'odeur du Wumpus, il peut être ou bien ici, et dans ce cas, peut-être que l'agent aura intérêt à tout simplement rester là jusqu'à la fin de la partie. Vous voyez qu'il me demande ensuite « Que ressens-tu, odor ou no odor ?»
Bon là il y a une petite incompréhension de sa part puisque c'est l'agent qui est censé sentir, agent que le LLM contrôle, alors que là on pourrait croire que c'est moi qui contrôle l'agent quand il dit ça. Toujours est-il qu'il me demande l'observation qui doit être reçue après avoir fait cette action. Je lui indique donc no odor car ce n'est pas ici que se trouve le Wumpus. Encore une fois souvenez-vous, le Wumpus il est juste ici. ChatGPT va de surcroît nous expliquer pourquoi il prend telle ou telle décision. Puisque l'agent ne détecte pas de Wumpus dans les cases adjacentes, il choisit donc de se déplacer vers la droite en position 0,1. Comme il n'a pas reçu l'observation comme quoi il y aurait l'odeur du Wumpus, il sait que le monstre n'est ni là, ni là. Donc c'est safe de se déplacer ici. C'est donc le déplacement qui est représenté dans cette grille-là. On voit alors qu'il s'est déplacé et il me demande à nouveau l'observation qu'il a reçue. Je lui ai répondu ni l'un ni l'autre, ce qui lui indique qu'il n'a rencontré ni le Wumpus ni le trésor et qu'il s'est donc déplacé sur une case vide. C'est l'équivalent de l'observation moved qu'on a vu tout à l'heure. Il va donc continuer à jouer et à nouveau il se met à sentir. Et c'est effectivement la bonne chose à faire. Si on revient un petit peu en arrière, vous voyez qu'il est ici. Maintenant, il ne sait pas si le Wumpus est là, ou bien s'il est là. Et donc il a tout intérêt à sentir pour le savoir. Donc il sent et nous explique ensuite que comme il n'a toujours pas reçu l'odeur du Wumpus, il sait qu'il peut se déplacer en sécurité sur la case du bas, en l'occurrence ici la case du milieu. Je l'informe qu'il n'a pas encore trouvé le trésor ni le Wumpus, ce qui est bien le cas, puisque sur cette grille-là, je vous rappelle encore une fois que le Wumpus est ici, et le trésor se situe ici. On voit le pattern apparaître, il se déplace après avoir senti et être sûr que la case est safe, qu'il ne risque pas de croiser le Wumpus, puis à nouveau il va se remettre à sentir, puis se déplacer s'il a senti qu'il n'y avait pas de danger, et ainsi de suite. Il essaye toujours de détecter la présence du monstre pour ne pas se le taper, ce qui pourrait arriver s'il effectuait un déplacement à l'aveugle. Cette fois, comme le Wumpus est ici, après avoir senti, il va recevoir l'odeur du Wumpus, ce qui est indiqué ici. Contrairement aux autres fois, ce coup-ci je ne lui renvoie pas no odor, mais odor. Il sent le Wumpus, ce qui lui donne une indication que le Wumpus peut être là ou là. Vu qu'il a déjà senti cette case-là, normalement il sait qu'il n'y est pas, et comme il s'est déjà déplacé sur cette case-là, et qu'il ne l'a pas rencontré, il devrait également savoir que le Wumpus n'est pas à cet endroit. Donc cette fois, il sent, et l'observation odor le renseigne qu'il y a potentiellement le Wumpus sur une des cases qu'il a senties. Que va-t-il décider de faire? Eh bien il décide d'aller à gauche, d'aller sur une case où il sait qu'il n'y a pas le Wumpus dessus, et ça c'est malin à faire car la case est safe, mais il ne l'a pas encore visitée, donc c'est pas un move inutile non plus. Il pourrait tomber sur le trésor à ce moment-là de la partie. D'ailleurs c'est ce que je lui dis, il a très bien compris ce qu'il fallait faire. Bon on pourrait se dire que je l'aide un petit peu, mais il a déjà l'air d'exécuter la politique optimale, autrement dit de prendre la meilleure suite d'actions à faire dans ce genre de problème. Maintenant, regardez bien les cases qui sont là mes zinzins. Celle-ci, normalement, il sait qu'il n'y a pas de souci puisqu'il en vient, mais celle-là, il ne sait pas si le Wumpus est dessus ou pas. Donc à nouveau, il se remet à sentir. C'est exactement ce qu'il faut faire et ça correspond encore une fois à la politique optimale. Comme à cet endroit il ne détecte pas la présence du Wumpus, il sait qu'il peut se déplacer sur cette case-là en toute sécurité. Donc là vous voyez, c'est bien ce qu'on observe, il s'est déplacé en 2-0. A nouveau, je l'informe qu'il n'a ni rencontré le Wumpus, ni atteint le trésor. Il se remet donc à sentir et à se déplacer. De plus, il justifie encore sa décision en nous disant « Puisque je ne sens pas de Wumpus sur les cases adjacentes, je peux donc m'y déplacer librement. » Il va donc en 2-1, et il va finir, sans surprise, à trouver le trésor. En effet, il a senti à nouveau, n'a pas reçu l'odeur du Wumpus, et il sait alors qu'il peut finir en 2-2, sans risquer de perdre la partie. Il a par ailleurs visité les autres cases, donc rien ne sert d'y retourner. Il se rend donc en 2-2, là où était situé, rappelez-vous, le trésor. Cela veut dire qu'il a donc gagné la partie. C'est ce que je lui dis là, d'ailleurs je le félicite, tu es sur le trésor, bravo, tu as gagné. C'est assez énorme, car la partie que vous venez de voir, c'est vraiment le LLM qui a joué, alors que ce n'est pas un programme spécialement conçu pour faire cela. Et c'est ça qui a vraiment bluffé mes encadrants, il n'y a aucun entraînement préalable spécifique. Étant un petit garçon très curieux, j'ai appris en interrogeant ChatGPT qu'il avait vu le jeu du Wumpus et d'autres jeux du même genre sur internet. Mais même en sachant ça, mon directeur de thèse a continué de trouver cela remarquable. Le fait que ChatGPT ait pu voir passer dans ses données d'entraînement le jeu du Wumpus et quelques grilles l'illustrant ne signifie pas pour autant qu'il a été entraîné à résoudre le problème pour n'importe quelle configuration arbitraire de la grille de jeu. Ces performances peuvent donc légitimement nous faire penser à la capacité qu'on a nous, humains, de s'adapter et d'apprendre de nouvelles tâches. Surtout qu'après cela, j'ai continué de tester ChatGPT sur une version encore plus élaborée du jeu, où j'ai carrément rajouté la possibilité pour l'agent de balancer des missiles sur la map en mode bataille navale. Peu importe qu'il voit le Wumpus ou pas, s'il le touche, celui-ci meurt. Attention en revanche à ne pas toucher le trésor, sinon celui-ci explose et on perd la partie. Et bien même dans cette version plus complexe, le LLM se débrouille très bien. Cette fois c'est moi qui prenais une suite d'actions et il devait dire si elle était optimale et expliquer pourquoi.
Même si sa première explication n'était pas parfaite, elle faisait totalement sens quand même. S'il y a des ennemis sur une map et qu'on risque de les rencontrer, les détruire pour avancer ensuite en sécurité n'est pas absurde. Surtout si on imagine qu'il y a éventuellement des choses qu'on n'a pas dites ou qu'on a oubliées dans notre spécification du problème et qui masqueraient le fait que les Wumpus sont en réalité encore plus dangereux si par exemple ils peuvent se déplacer eux aussi ou bien vous tirer dessus également. De plus, à sa décharge, je le faisais alterner entre le cadre POMDP et MDP, ce qui n'était pas forcément facile à suivre. Mais là où c'est encore plus fort, c'est que si je réexplique bien les règles à ChatGPT, que je lui rappelle bien le cadre dans lequel on est, sans pour autant lui dire explicitement pourquoi son analyse est imparfaite, il est alors capable de comprendre pourquoi ses actions étaient en réalité sous-optimales et quelles décisions auraient dû être prises à la place afin d'exécuter la meilleure politique. Autrement dit, il a été capable d'analyser son propre comportement et de le réviser après avoir réfléchi de nouveau au problème. Exactement comme nous quand on pense avoir la solution à un problème mais qu'on y réfléchit encore car on n'est pas totalement convaincu de l'avoir résolu parfaitement et qu'on en vient à changer notre approche pour proposer finalement une meilleure solution. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter le lien en description de la vidéo qui vous donnera accès à toute la conversation que j'ai eue avec ChatGPT et vous permettra ainsi d'avoir tous les détails et d'en savoir plus sur les expériences. Vous verrez même comment il m'a aidé à coder le jeu et son interface graphique. Après mes petites expériences, je me suis amusé à chercher s'il existait des papiers scientifiques sur le sujet. Et il y a en effet des articles très récents qui ont commencé à investiguer ce champ de recherche, à savoir utiliser le LLM comme un agent pour faire de l'apprentissage par renforcement et régler des problèmes de type MDP et POMDP. Ce qui est fascinant, c'est la question qui est posée au travers de toutes ces expériences et qui peut justifier un pareil usage du LLM. Cette question, c'est celle de savoir si ChatGPT et consorts disposent d'un world model, c'est-à-dire d'un modèle du monde, ou bien si c'est juste une machine à faire des corrélations statistiques. Disposer d'un modèle du monde, c'est comprendre les relations conceptuelles, logiques et même physiques qui peuvent exister entre les objets dans un environnement donné. C'est être capable d'appréhender les relations causales, c'est-à-dire de cause à effet. Par exemple, si on demande à ChatGPT une histoire de labyrinthe, le modèle pourra nous parler de murs en pierre, en épis de maïs ou bien faits de haies, car ce sont les éléments qui sont souvent associés à la notion de labyrinthe, qui vont fréquemment de pair, et que le LLM a donc appris à associer car statistiquement, on les retrouve souvent ensemble. Mais sera-t-il capable pour autant de comprendre comment physiquement on se dirige dans un labyrinthe, qu'on ne peut pas traverser les murs et donc qu'une zone emmurée est inaccessible? Sera-t-il capable de produire une représentation spatiale sous forme de jeu de grille par exemple, comme on a fait pour le Wumpus, qui soit cohérente avec l'histoire du labyrinthe qu'il nous a raconté? Plus généralement, est-il seulement capable de faire preuve de sens commun, de bon sens, que ce soit lors des conversations qu'on a avec lui ou bien lorsqu'il s'attache à la résolution de problèmes? Le consensus à l'heure actuelle, c'est plutôt que s'ils peuvent s'avérer en effet étonnamment bons pour résoudre divers problèmes comme ceux dont je vous ai parlé, les Large Language Models ne disposent pas encore véritablement de modèle du monde, de world model. Ils font encore trop d'erreurs de raisonnement flagrantes, de même que leurs décisions mettent parfois clairement en évidence des incompréhensions fondamentales des environnements dans lesquels on les fait évoluer et des concepts qu'ils sont amenés à manier. Il n'empêche néanmoins que certains résultats sont remarquables et font parfois dire que les LLM ne sont pas seulement des perroquets stochastiques qui ne feraient en quelque sorte que répéter leurs données d'entraînement en reproduisant la distribution statistique qu'elles induisent, mais sont au contraire à même d'aller au-delà de ces corrélations et de dépasser ce stade pour faire preuve de nouvelles capacités inattendues. C'est comme si le LLM avait compris l'essence même de la tâche à réaliser. Un exemple qui l'illustre parfaitement, c'est celui des échecs. Les éléments que je vais vous présenter là proviennent d'un article de recherche ainsi que d'une super présentation faite par un étudiant de master autour de ChatGPT et du jeu d'échecs, à laquelle j'ai assisté lors d'une conférence d'intelligence artificielle. La conclusion sera en revanche plutôt le fruit de mes réflexions personnelles et n'engage que moi. La première chose intrigante, c'est que le LLM semble avoir développé une représentation du jeu d'échecs très comparable à la nôtre. Pour faire simple, quand l'IA va jouer un coup, elle regarde en quelque sorte l'état du plateau de jeu, exactement comme nous quand on joue aux échecs, et cela va être analysé par son réseau de neurones. L'étape suivante, c'est d'utiliser une technique dite de probing. On va d'abord regarder les activations des neurones, c'est-à-dire les valeurs produites par les neurones du réseau, avant de fournir un résultat. Ici, le coup que veut jouer le LLM. Si on applique ensuite à ces valeurs une transformation linéaire, c'est-à-dire une transformation très simple qui consiste essentiellement à les multiplier par un nombre et à les additionner, et que l'on affiche sous forme de grille les valeurs qu'on récupère en sortie, eh bien on voit se dessiner l'image du plateau d'échecs avec le coup que va jouer le LLM. C'est comme si le réseau de neurones avait appris et encodé la représentation visuelle que nous humains pouvons avoir du plateau de jeu, puisqu'en utilisant une transformation très simple modifiant peu les valeurs calculées par le réseau de neurones, on retrouve parfaitement l'image de la grille de jeu. La seconde chose impressionnante a trait au score Elo. Le score Elo, c'est un score qui va indiquer votre niveau aux échecs. Plus il est élevé, et meilleur vous êtes censé être. Le modèle principal derrière ChatGPT, c'est celui indiqué par le T à la fin de ChatGPT, à savoir celui des Transformers. Or, ce genre de modèles ont récemment acquis de très bonnes performances dans les échecs.
Mais surtout, il a été prouvé il y a peu qu'il pouvait atteindre un score Elo meilleur que celui de n'importe quel joueur dont ils ont vu les parties lors de leur entraînement. On pourrait presque dire que l'élève a dépassé le maître. Il existe plusieurs explications à ce phénomène de transcendance pour reprendre le terme utilisé par les auteurs. L'une d'elles provient des méthodes ensemblistes en machine learning où l'on combine justement les prédictions de plusieurs modèles différents pour arriver à une prédiction finale meilleure que chaque prédiction individuelle. Les différents joueurs vont faire des erreurs différentes. Ils ne vont pas se tromper tous dans les mêmes situations ni faire exactement les mêmes mauvais coups. Ce qui fait que leurs erreurs vont d'une certaine façon se compenser. Prenons les trois joueurs A, B et C qu'on voit à l'écran. Vous voyez que là où A fait des erreurs, B et C ne se trompent pas. Et donc l'IA voit 2 fois plus de bons coups dans cette région que de mauvais coups. Et vice versa pour les erreurs du joueur B, qui se trompe dans d'autres grilles et pour d'autres coups que les joueurs A et C, et dont les faiblesses sont compensées par les exemples plus nombreux de coups plus intéressants à jouer, provenant des parties des 2 autres joueurs. C'est là d'ailleurs où, en conclusion, je modérerai l'enthousiasme de ceux qui ont pu y voir une réfutation en règle de l'hypothèse du perroquet stochastique. Il existe une raison statistique semblant expliquer pourquoi un LLM peut être meilleur que n'importe lequel des joueurs de son dataset pris individuellement. Ce qui serait vraiment bluffant, c'est si un modèle entraîné de la sorte pouvait être encore meilleur qu'un joueur qui combinerait déjà les forces de tous les autres, ce qui donnerait un sens plus fort à l'affirmation selon laquelle l'IA a vraiment dépassé ses données d'entraînement et fait preuve de capacité émergente. Ou encore, dans une version un peu plus faible, qu'il soit capable d'apprendre un bon coup, et là je ne parle pas de moi, présent dans le jeu d'entraînement, même s'il est statistiquement beaucoup moins représenté que les mauvais coups. Quoi qu'il en soit, c'est un débat qui reste largement ouvert, comme la à ta. Si on se recentre un peu sur la question du world model de notre LLM, notamment quand on le considère comme un agent, en allant parfois jusqu'à adopter le cadre formel de l'apprentissage par renforcement, on ne peut pas ne pas parler des jeux vidéo. Ils forment un terrain privilégié pour l'intelligence artificielle, en particulier pour le thème qui nous concerne aujourd'hui, car ils recèlent des environnements riches qu'il faut pouvoir comprendre et maîtriser afin de bien jouer, et comportant des tâches diverses et variées à accomplir, avec des missions principales mais aussi des buts intermédiaires à remplir, et des actions à réaliser pour y parvenir. C'est donc idéal pour vérifier si le LLM comprend le monde dans lequel on va le plonger et s'il peut le relier à la description des actions qu'il peut faire et des buts qu'il doit atteindre. Autrement dit, ça permet de savoir en quelle mesure le LLM s'est forgé un world model. Parmi les tentatives de faire jouer un LLM à un jeu, on peut mentionner Poké LLMon, où ChatGPT a été entraîné à remporter des matchs Pokémon contre l'ordinateur, mais aussi contre des joueurs humains. GPT s'est également essayé au FPS, jeu de tir à la première personne, au travers de Doom, un titre assez ancien puisqu'il date de 1993. Une expérience également très sympa et captivante que je vous invite à aller consulter, même si elle se démarque quelque peu d'un jeu vidéo au sens classique car il n'y a pas de but à proprement parler, c'est Smallville. Il s'agit d'une ville peuplée de personnages qui sont contrôlés par un LLM. Ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que les agents étaient capables de planifier des événements et prendre des actions en conséquence, comme organiser une fête de Saint-Valentin ou se présenter à une élection municipale. Les personnages étaient également capables de diffuser de l'information entre eux. C'était vraiment une expérience sociale basée sur un LLM. Un joueur humain pouvait d'ailleurs interagir avec les agents en se faisant passer lui-même pour un personnage du jeu. D'ailleurs, un autre aspect qu'on ne traitera pas mais qui est également passionnant et se développe à vitesse grand V en ce moment, c'est de créer des personnages de jeux vidéo basés sur un LLM pour que les dialogues s'adaptent à ce que dit et fait le joueur, rendant l'expérience de jeu unique et bien plus immersive. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder les démonstrations que Nvidia a réalisées il y a peu. Enfin, sans forcément parler de LLM mais en restant dans la problématique des agents qui sont entraînés via les jeux vidéo, on est obligé de parler des travaux de DeepMind, le labo d'intelligence artificielle de Google. Ils ont créé des environnements très riches avec des tâches très diverses. Celles-ci prennent la forme de différents jeux comme capturer un drapeau, jouer à cache-cache ou encore bâtir une rampe pour atteindre un point donné. Là où ça devient fort, c'est qu'en évoluant dans un environnement riche et plein de challenges, les agents ont su développer des compétences leur permettant de réussir dans des jeux auxquels ils n'avaient pourtant jamais joué durant leur entraînement. Ils n'ont donc pas seulement mémorisé comment bien effectuer une liste de tâches particulière après y avoir été confrontés maintes fois, mais c'est plutôt comme s'ils avaient appris à apprendre rapidement à jouer efficacement à n'importe quel type de jeu. Comme si leurs agents avaient développé un world model leur permettant de comprendre comment bien jouer à un nouveau jeu, exactement comme un joueur humain qui est excellent à Dota 2 sera probablement aussi très bon sur un autre jeu du même genre, au hasard League of Legends, même s'il n'y a jamais joué auparavant. Tout simplement car son expérience passée, même si elle fut acquise sur un autre jeu, lui a permis de développer une intuition, des réflexes et une compréhension fine des mécanismes de ce genre de jeu qui lui sont certainement très utiles. Cela fait écho une nouvelle fois à la question de la généralisation qu'on a évoquée précédemment, ainsi qu'aux performances de notre LLM qui est parfois capable de trouver une politique optimale en zero-shot inference, c'est-à-dire sans même s'être entraîné sur le problème donné. Mais le parallèle avec les LLM ne s'arrête pas là, et il y a un dernier point à aborder qui est pour moi le plus passionnant. On vient de voir que dans les jeux, tout comme pour les LLM, la question de savoir si les agents se forgent un modèle du monde est prégnante, et peut être mise en lien avec celle de la généralisation, qui est une sorte de saint graal pour les chercheurs en IA.
À l'heure où je vous parle, il existe un challenge en IA, un concours avec à la clé 1 million de dollars, qui selon moi n'a pas encore reçu toute l'attention qu'il mérite, malgré le fait qu'il soit aussi intriguant qu'original. En effet, en IA, il n'est pas rare qu'un modèle atteigne une précision de 90, 95, voire 99% sur des tâches pour lesquelles il a été entraîné, qu'il s'agisse de classer des images de chats et de chiens ou de prédire le prix d'une maison. Cela montre que, bien entraîné avec suffisamment de données, l'IA commet très peu d'erreurs. Ce qui est déroutant avec le challenge dont je vais vous parler, c'est que les tâches à accomplir sont dans leur grande majorité très simples pour nous les humains, alors que pour l'IA, eh bien c'est la catastrophe. Elle peine à dépasser les 50% de précision, loin des 90% et plus que l'on observe habituellement dans d'autres domaines. Ce benchmark qui résiste à l'IA, c'est ARC, Abstract Reasoning Corpus, corpus de raisonnement abstrait en français. Il fait l'objet d'un concours doté d'un prix d'1 million de dollars pour quiconque développera une IA capable de résoudre ce challenge. L'idée est simple, et je vous en ai déjà montré un aperçu plus tôt dans la vidéo. On vous présente quelques exemples avec à chaque fois une grille de départ, celle qui est à gauche, et à droite le résultat attendu. Vous devez donc inférer, c'est-à-dire trouver à partir des exemples donnés, la règle à appliquer pour passer de la grille de gauche à celle de droite. Si on regarde le premier exemple, on voit que sur les grilles de gauche, il y a toujours des sortes de carrés gris auxquels il manque une partie. Ces carrés sont eux-mêmes composés de carrés plus petits. En observant les grilles de droite, qui représentent le résultat attendu, on voit que le petit carré manquant dans chaque grand carré a été rajouté en bleu. On comprend donc que la règle à appliquer est de compléter la partie manquante des grands carrés par un petit carré bleu, et c'est en effet la solution attendue. Lors de la phase de test, on vous donne à vous ou au modèle d'IA le cas échéant, seulement la grille de gauche, et vous devez trouver la grille de droite correspondante après application de la règle que vous pensez être la bonne pour obtenir le résultat correct. C'est assez proche des tests de QI et autres tests psychométriques. En apparence, c'est simple, mais pour l'IA, c'est très difficile, principalement pour deux raisons étroitement liées. 1. L'IA est ainsi faite qu'elle a en général besoin de voir énormément d'exemples, d'avoir accès à beaucoup de données pour être bien entraînée et fournir des solutions valables. Cela s'explique par le fait que l'IA est principalement un modèle statistique qui va donc apprendre des corrélations statistiques, et que pour créer des corrélations valables, il faut avoir vu beaucoup de données, ce qu'on peut justifier par des arguments mathématiques comme la loi des grands nombres par exemple. Or là, on sort pas mal de ce paradigme puisque pour chaque tâche à effectuer, on ne dispose que de très peu d'exemples. Pire, il y a des tâches pour lesquelles on n'a même pas d'exemple du tout. Et ça, c'est la deuxième raison qui font que les choses sont plus compliquées sur ARC. C'est une particularité de ce benchmark, certaines tâches à accomplir ne figurent nulle part dans le jeu d'entraînement. C'est ce qui en partie fait l'originalité de ce challenge. Il ne s'agit pas d'apprendre une ni même plusieurs tâches spécifiques, mais plutôt d'être capable d'apprendre à apprendre. Apprendre rapidement ce qu'il faut faire, et donc pas seulement chercher à remplir un objectif, mais aussi et avant tout à comprendre quel peut être l'objectif qu'on se doit d'atteindre. Ce que le concepteur de ARC a en tête en proposant ce benchmark, c'est que l'IA est une intelligence plus humaine, qu'elle soit capable comme nous d'avoir une intelligence générale, et donc d'apprendre à faire de nouvelles choses facilement et rapidement. Exactement comme nous qui pouvons un jour apprendre à jouer de la guitare, le lendemain apprendre de la mécanique automobile, et le jour d'après se former en finance tout en continuant de se perfectionner au basketball et en faisant notre meilleur burn-out. J'exagère un peu mais c'est l'idée. Repensez également à ce qu'on a dit sur notre faculté à comprendre et à maîtriser toutes sortes de jeux en s'appropriant les règles et en s'adaptant sans cesse à de nouveaux contextes, de nouvelles stratégies, etc. On parle alors d'AGI pour Artificial General Intelligence, intelligence artificielle générale. C'est devenu une quête sacrée pour pas mal de chercheurs en IA et c'est la mission principale de ARC que de nous faire progresser sur la voie devant mener à l'intelligence artificielle générale. L'homme à l'origine de ce défi est un Français, François Chollet, qui travaille chez Google et a entre autres développé la bibliothèque libre Keras qui permet de faire du deep learning. Et il se trouve que François, c'est un très bon ami à moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Lui ne me connaît pas donc je ne sais pas ce qu'il pense de moi, mais moi je l'aime beaucoup, et si je l'aime tant, c'est qu'il est l'auteur d'un papier fascinant, The Measure of Intelligence, où il s'intéresse à la question de ce qui fait notre intelligence et comment la mesurer. C'est là qu'il introduit le challenge ARC. Dans son papier, François, ou Fanfan comme il m'arrive de l'appeler affectueusement, nous explique pourquoi nous, humains, nous sommes naturellement doués sur les tâches que propose ARC. Le secret, ce sont nos connaissances a priori, notre intuition et nos capacités de raisonnement qui ont été façonnées par l'évolution et la sélection naturelle. C'est ainsi que la nature nous a progressivement dotés d'un world model efficace permettant de comprendre notre environnement, d'y survivre et d'y prospérer en nous reproduisant. Les priors, ou connaissances a priori dont parle François Chollet, ne constituent en effet ni plus ni moins qu'un modèle du monde. De façon surprenante, cela fait écho à la pensée du biologiste et philosophe Denis Buican, qu'il expose dans un livre qui m'avait grandement marqué à l'époque. Car oui, moi je lis des livres, je suis cultivé, moi monsieur, je ne lis pas que des ratus de poche ou des tom-tom et nana, je lis Denis Buican et Cédric Grimoux, L'évolution, histoire et controverse. Dans son ouvrage, l'auteur ancre les connaissances dans un processus biologique évolutif. La capacité à tirer des informations pertinentes de notre environnement, basées sur les observations que nous en faisons, résulte de l'évolution. Des connaissances, même rudimentaires, peuvent offrir un avantage sélectif aux organismes qui les possèdent, qui auront donc plus de chances de survivre et de se reproduire.
et par là même de transmettre à leurs descendants les prédispositions qui leur ont permis de mieux comprendre leur environnement et donc de mieux s'y adapter. C'est ça que Denis Buican appelle la biognoséologie. Encore une fois, on voit bien que l'idée sous-jacente, c'est celle d'un world model permettant de saisir les relations causales qui existent dans un environnement donné, mais avec cette fois un processus de sélection qui entre en jeu. Et justement, à l'heure actuelle, l'état de l'art sur Arc, c'est-à-dire le type de modèle qui performe le mieux, est basé sur les LLM dont on a vu qu'ils possédaient une ébauche, certes imparfaite mais bien réelle, de modèles du monde. C'est sûrement plus qu'une simple coïncidence. Les LLM ont l'air d'avoir capté au moins partiellement quelques priors humains. Ce n'est pas si étonnant si on se rappelle qu'ils ont compilé des tonnes de connaissances et qu'ils font preuve de compétences assez générales et diversifiées. Les choses vont probablement devenir encore plus dingues avec des résultats encore plus forts en perspective grâce aux modèles multimodaux. Dans ces modèles, l'IA ne s'entraîne plus seulement sur un seul type de données en particulier, comme les LLM avec le texte, ou les LVM, Large Vision Models, qui sont l'équivalent des LLM mais pour les images. Elle s'entraîne au contraire sur tout un tas de données diverses et variées, que ce soit le texte, l'image, mais aussi le son ou la vidéo. Il est toutefois difficile de savoir si l'on gagnera vraiment beaucoup à utiliser ces modèles multimodaux. Des recherches ont en effet montré que lorsqu'on a une information qui peut se représenter de différentes manières, sous forme de texte et sous forme d'image par exemple, la représentation que l'IA apprend, qui consiste en des vecteurs de nombres pour faire simple, et bien cette représentation tend à être la même pour le texte comme pour l'image décrivant la même information. Toujours est-il que la problématique du world model semble bien être au cœur du challenge Arc et au-delà de l'intelligence humaine et de ce que l'on appelle l'AGI. Revenons sur ce que dit François à propos des priors et comment l'évolution les a façonnés. Si beaucoup de nos compétences sont apprises au cours de notre vie, il n'empêche que la base de nos aptitudes est largement le fruit d'un processus évolutif. Quand on doit comparer notre intelligence à celle des machines, une idée que je trouve séduisante et que j'ai toujours défendue consiste à dire que l'équivalent de l'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle, c'est justement notre histoire évolutive où la nature a sélectionné nos capacités cognitives et a produit de nombreux êtres humains ayant les facultés les mieux adaptées à la survie et à la reproduction. Ces facultés cognitives ont donc pu se diffuser dans la population pour mener à notre intelligence actuelle. Alexa Gordic, un ancien de chez Google DeepMind des spécialistes des LLM, va même jusqu'à parler de checkpoints humains. En IA, les checkpoints, ce sont les valeurs des paramètres, qu'on appelle aussi les poids, que vous avez sauvegardés une fois que le modèle a été entraîné et qu'il a atteint des performances correctes, ce qui vous permet de le réutiliser, mais aussi éventuellement de reprendre son entraînement plus tard à partir de la valeur de ces poids qui ont pas trop mal marché. Alexa envoie au passage quelques pics à Yann Lequin et François Chollet, qui pensent que augmenter la puissance de calcul, la taille des modèles et améliorer les LLM ne sont pas la voie qui nous mènera à l'intelligence artificielle générale. Alexa leur rétorque qu'ils n'en savent rien et avance ses arguments pour toujours plus de scaling, c'est-à-dire de mise à l'échelle des modèles d'IA. Ils croient qu'augmenter leur taille et le nombre de calculs qu'ils peuvent faire nous amènera nécessairement vers une IA aussi, voire plus intelligente que nous. En fait, je ne crois pas que François soit totalement en désaccord avec Alexa, qui est aussi un très bon ami à moi d'ailleurs, et j'aime pas voir mes amis se chamailler. En effet, François Chollet reconnaît que si on a autant de puissance de calcul et de données qu'on le désire, l'IA est capable de tout apprendre. La question c'est plutôt, si on a une limite sur la puissance de calcul et sur les données, est-ce qu'on peut toutefois s'approcher de l'intelligence humaine ? Notre intelligence qui est d'ailleurs elle aussi contrainte en termes de calcul et de données, puisque pour les calculs, notre cerveau n'a pas une énergie ni des capacités infinies, et pour les données, on a au cours d'une vie, aussi riche soit-elle, qu'un nombre fini d'expériences. Mais comme l'évolution nous a doté d'un world model très efficace, des benchmarks comme Arc sont très faciles pour nous alors que l'IA se casse les dents dessus. Et je vais vous faire une prédiction, quitte à passer pour un Nostradamus 2.0, je suis convaincu qu'on obtiendra des avancées très significatives sur Arc quand on développera ce que j'ai nommé des Large Evolutionary Models. Tout comme les LLM ont été confrontés à des tonnes de données, on entraînera des agents dans des tas d'environnements divers et variés d'une part, et on créera des milliers voire des millions de générations où les meilleurs agents auront plus de chances de se reproduire que les autres. Cela pour mimer le processus évolutif ayant conduit à notre intelligence biologique et espérer mieux généraliser à des tâches que les agents n'auront jamais vues. Un élément qui me rend relativement confiant sur la possibilité que cette prédiction se réalise, c'est que c'est la démarche qu'a suivi DeepMind pour ses agents jouant dans des environnements riches et qui ont été capables de réussir dans des jeux qu'ils n'avaient pourtant jamais vus. En lisant leurs papiers, on découvre en plus que s'ils n'ont pas utilisé d'algorithmes génétiques ou évolutionnistes à proprement parler, la façon dont ils ont procédé s'en rapproche toutefois assez fortement. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est parti des LLM vus comme des agents capables de jouer à des jeux, ce qui nous a amené à nous interroger sur leur capacité de raisonnement. Ce faisant, on s'est penché sur Arc qui cherche à précisément évaluer ça, et on a évoqué les priors à la base de nos facultés cognitives et qui nous ont été léguées par l'évolution. On a au passage évoqué le papier de DeepMind où des agents apprennent à réaliser des tâches dans des univers 3D très riches. A priori, pas de lien direct entre les trois, LLM, Arc et les agents de DeepMind. Et pourtant, en creusant, on s'aperçoit que la question
question du world model revient à chaque fois et semble donc être cruciale dans le développement d'une intelligence artificielle générale, avec comme force motrice l'évolution et la sélection naturelle. Les LLM connaissent un développement fabuleux et nous réservent encore bien des surprises. Parallèlement à leur ascension, il y a donc fort à parier que la notion de modèle du monde fera de plus en plus parler d'elle. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des dernières avancées, et en attendant, sachez que je vous LLM tous mes zinzins, et je vous dis à très bientôt. Moi j'ai $1 million à aller récupérer.